Ouh. Quelle galère. L'altitude incroyable. Nous, c'est Élise et Baptiste. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on voyage autant que possible en quête de nouvelles sensations, de nouveaux challenges, mais aussi de nouvelles inspirations. La créativité est perçue comme quelque chose de réservé à une minorité. Nous, on n'est pas de cet avis. Être créatif ne se résume pas à devenir ou être un artiste. Être créatif, c'est être curieux, s'interroger, se nourrir de ce qui nous entoure, imaginer, rêver sans limite. Alors, prêt à vivre cette aventure avec nous? Alors, on connaît tous, je pense, le mal d'estomac, le mal des transports, le mal de mer, mais est-ce que tu connais le mal des montagnes? Et c'est justement ce qu'on va parler dans cette vidéo. C'est pas mal. C'est pas mal. Je me suis pété de rire. Donc on va te parler tout simplement de notre témoignage et du coup tous les conseils qu'on te propose et notamment un conseil bonus dont tu vas être assez surpris. Alors d'abord, comprendre quand même les effets de l'altitude sur ton corps. Alors il faut savoir que dès lors que tu montes en altitude, c'est un peu mathématique, mais la pression atmosphérique augmente et donc la quantité d'oxygène également présente dans l'air diminue. Par contre, là où c'est un petit peu traître, c'est que ton corps, lui, que tu sois à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 mètres, voire plus, lui, en fait, il aura toujours besoin de la même quantité d'oxygène, tes muscles et le bon fonctionnement de ton corps aura toujours besoin d'autant d'oxygène. Par contre, tu en auras moins. Et c'est ce qui entraîne justement le mal des montagnes. Pour avoir du coup, si tu veux, un ordre de grandeur, donc le niveau 0, c'est le niveau de la mer tout simplement. Donc déjà à 3000 mètres, ça va être en fait les pics les plus hauts de la chaîne des Pyrénées. Donc déjà, ça te donne un peu une idée. Ensuite, on va retrouver à partir de 3500-4000 mètres l'aéroport de La Paz notamment, et aussi le Kilimandjaro, qui a cette altitude-là. Ensuite, en continuant, on va trouver du coup le Mont Blanc. Et ensuite, tout simplement les plateaux du sud Lipèze, notamment en Bolivie, mais t'as aussi les mêmes, j'ai envie de dire, quand tu es autour du lac Titicaca et même au-delà. Et ensuite, tout simplement, tu peux avoir des pics très très hauts à ce moment-là, que tu peux faire, bien sûr, accompagner pour faire une ascension de 6000, je crois que ça monte jusqu'à 6005. En tout cas, en Bolivie, de ce qu'on avait vu dans notre parcours, tout ça. Il y en a très certainement des plus hauts, mais nous, voilà, c'était 6005. Alors du coup, pour pouvoir compléter ce schéma, il faut savoir qu'à partir de 3000 mètres, tu as déjà un tiers de moins d'oxygène qui est présent dans l'air que tu vas respirer. À partir de 5500, tu vas avoir la moitié d'oxygène en moins. Et ensuite, là, vraiment, quand tu es au niveau de l'Everest, là, tu as vraiment à 2 tiers en moins. En tout cas, nous, c'est vrai qu'on a beaucoup oscillé entre les 4005 et 5000 ou dans ces eaux-là. Donc en fait, on a expérimenté pour le coup le moitié moins d'oxygène. Donc d'où cette vidéo, parce que crois-moi, on en a ressenti des choses. Notre témoignage. Alors il faut savoir bien sûr que les symptômes de chacun vont dépendre déjà de ta condition physique, de ta condition génétique aussi évidemment. Ça va dépendre de la vitesse d'ascension ou de même tout simplement ce que tu pratiques comme activité. Si tu es au repos, si tu es en train de marcher, de courir, etc. Et ça va dépendre aussi de l'altitude à laquelle tu te situes. Alors dans notre cas, on était toujours ensemble, donc c'était pas une question d'altitude différente, mais on s'est rendu compte qu'en fait on avait quasiment tous réagi un peu différemment. Donc pour ma part, déjà la première chose que j'ai ressentie, ça a été en fait tout simplement une barre au niveau des sinus à ce niveau-là. Donc maux de tête tout simplement. Donc ça c'est pas agréable. Et en plus il y a le vent, donc ça aide pas. La deuxième chose, ça a été en fait la sensation de nausée un peu là que j'avais constamment sur le ventre, qui est passée par la suite. Et je dirais le dernier symptôme que j'ai pu ressentir, c'était un peu le sentiment de manquer d'air. Ça c'est un peu logique, mais vraiment des fois c'était plutôt la nuit en fait, où j'avais quand même le sentiment de oh là, je cherche mon air, elle est où sous la couette. Mais vraiment je cherchais quoi. Donc ça c'était vraiment pas agréable pour le coup. Après, faut savoir que moi je suis quelqu'un qui était un peu angoissé avant de partir parce que j'avais jamais vécu ça. Et finalement je suis quand même contente parce que j'ai pas tant souffert que ça. Au niveau de mon témoignage, donc comme on l'a dit, altitude égale et pourtant symptômes différents. Moi j'ai eu par contre en point commun la barre au front. C'est vrai que les sinus qui se remplissent, en fait moi ça a commencé par le nez qui coule, donc j'arrêtais pas de me moucher mais ça devait pas suffire, donc en fait remplissage des sinus, donc en fait du coup la barre au front et vraiment sous les yeux, on sentait vraiment bien les sinus. Ensuite j'ai eu également cette sensation de manquer d'air, ce poids un petit peu sur la poitrine dès lors que tu veux accélérer le pas un petit peu, ou alors que tu montes des escaliers, ou alors que voilà, tu fais un effort physique qui demande de l'oxygène. Honnêtement, ouais, je sentais un petit poids sur la poitrine. Mais vraiment, le truc que j'ai le plus ressenti, c'était vraiment
ce sentiment d'air sec, de sécheresse dans ma bouche, dans ma gorge également. Et ça, c'était vraiment le plus désagréable. Donc du coup là, par la suite, on va te partager donc tous nos conseils pour limiter, on va dire, tous ces symptômes. Mais il faut savoir que la catégorie, en fait, on va dire tous les symptômes qui peuvent exister. Donc c'est ceux qu'on a cités, donc notamment les maux de tête, les nausées, vomissements. Tu peux aussi avoir des vertiges, de la fatigue, donc en fait, et de l'essoufflement évidemment. Donc en fait, tout ça, ça fait partie quand même globalement des symptômes du mal des montagnes. Donc du coup, maintenant, on va te partager nos conseils. Et c'est parti. Donc le conseil numéro 1 qu'on te donne, qui est pour moi en fait tout simplement le conseil le plus évident, c'est que avant de partir, tu vas avoir ton médecin traitant et tu lui parles de ton cas parce que peut-être que tu as une maladie, peut-être que tu as des soucis de santé et tout simplement, il faut voir s'il n'y a pas une contre-indication à aller en altitude. Nous, c'est ce qu'on a fait, on n'a pas eu de contre-indication malgré que on soit par exemple asthmatique, etc. Donc tout simplement, on a fait en sorte d'avoir suffisamment de médicaments. Donc ça, c'est un conseil dont on te parlera plus tard. Mais voilà, en tout cas, vraiment, premier conseil, le médecin. Conseil numéro 2. Alors du coup, ce conseil, ça va être l'hydratation. Donc c'est hyper important parce qu'en fait, peut-être que tu fais partie de ces personnes-là qui pensent pas à boire, qui n'aiment pas boire, tout simplement. Et en plus, quand tu pars en altitude, souvent t'es un peu restreint parce que t'as qu'un sac à dos, etc. Par contre, vraiment, on te conseille de prendre le gros bidon d'eau dans ta voiture si tu peux, ou alors avoir plusieurs gourdes jusqu'à 3 litres minimum. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais déjà l'activité que tu vas faire que sûrement tu vas avoir encore plus soif. Et c'est surtout qu'en altitude, l'air est beaucoup plus sec. Pour avoir un ordre d'idée, en fait, un taux d'humidité qui est bon, en moyenne, est entre 40 et 70% d'humidité. Dès que tu commences à passer en montagne, et surtout les régions de l'Amérique latine, en fait, on peut tomber jusqu'à 5% d'humidité. C'est vraiment rien. 5%, c'est rien du tout. Ouais. Franchement, c'est ouf, et c'est pour ça, je pense que Baptiste a vraiment ressenti tout ce qui est, voilà... La gorge sèche le matin, mais sèche, c'est vrai qu'à remplir la bouche d'eau, mais à être obligé d'attendre parce que tellement elle était sèche, le fait d'avaler me faisait mal en fait à la gorge. Donc ça voilà, maintenant on a pris l'habitude, effectivement on boit plus. Moi je sais que j'avais tendance à faire un peu le dromadaire, à pas trop boire, et ici ça ne passe pas. Donc en fait tu es obligé en tout cas de boire énormément, c'est vraiment recommandé pour être au top de ta forme. La deuxième chose par rapport à ça, on te déconseille de te mettre une cuite de l'espace, j'ai envie de dire, parce qu'en gros l'alcool, le café notamment, ça déshydrate le corps. Déjà voilà, je te conseille de pas abuser. Alors nous par exemple la veille, on s'est pris une bouteille de vin, on était quand même plusieurs, donc on s'est fait un petit 4, peu... 5... Voilà, on a bu un peu de vin chacun et ça allait, mais voilà, n'abuse pas non plus. Et quelque chose aussi qui aide pas mal, c'est tout ce qui est infusion, tout ça, donc des boissons chaudes. Ça lutte aussi contre le froid, donc ça c'est froid vraiment... et l'eau chaude, enfin l'eau chaude. Bon, va pas boire de l'eau chaude, super chaude non plus. Mais c'est vrai que l'eau tiède, c'est connu pour s'assimiler beaucoup plus facilement dans l'organisme. Alors, conseil numéro 3, éviter l'essoufflement. Ou en tout cas, le limiter. Il faut savoir que l'essoufflement, du coup, il sera vraiment présent et tu vas vraiment le ressentir à partir de cette certaine altitude au-delà de 3000 mètres. Tout simplement parce que, on l'a dit, l'oxygène, il y en a moins. Donc, comment éviter l'essoufflement? Il suffit de ralentir tes mouvements. Donc ralentir ses mouvements, ça veut dire marcher moins vite, ça veut dire aussi parler moins vite. C'est bête, là tu le vois pas à travers la caméra, mais là on est actuellement à La Paz et je sais, maintenant ça fait plusieurs jours qu'on y est, mais je sens quand même un espèce d'essoufflement en moi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on essaie de parler peut-être plus lentement, on parlerait peut-être plus vite, on parle pas non plus super vite quand on est au niveau 0 ou qu'on n'a pas ce truc-là. Mais en tout cas, c'est con, mais les respirations que je prends sont plus profondes en tout cas que d'habitude. Mais c'est vrai que là, on le sent la différence que là, rien que on doit être à 3006, 3007, pour le coup, on sent qu'on est essoufflé rien que pour parler. Alors déjà, marcher dans la rue et parler, c'est quasiment impossible. Sinon, tu t'arrêtes tous les 5 mètres pour reprendre ton souffle. Pareil, pour monter un escalier, t'as l'impression d'être une mamie, quoi, j'ai envie de dire. Sans dénigrer les sans mamies. dénigrer les mamies, mais franchement, tu galères de fou. Et ça, franchement, ça fait bizarre parce que t'as l'impression que t'as perdu en condition, etc. Alors que c'est que lié et uniquement, en fait, tout simplement à l'altitude. En tout cas, tu verras que tu vas galérer et surtout si jamais t'as des sacs à dos à porter. Donc après, ça dépend de chacun, de ton bagage génétique aussi. Mais c'est vrai que ouais, les escaliers, on le ressent. Donc ensuite, pour éviter l'essoufflement, ou en tout cas l'essoufflement vraiment trop brutal, je pense que le conseil le plus logique qu'on aurait à donner, c'est laisse le temps à ton corps, donne-lui du temps
pour s'acclimater, tout simplement en montant autant que possible progressivement. Par exemple, il y a plein de vols ici de personnes qui arrivent, qui atterrissent ici à La Paz, où l'aéroport est à 4000 mètres, comme on l'a dit. Et c'est vrai que là, ça fait un énorme choc parce que du coup, tu montes super vite en altitude, tu t'en rends pas compte. Et ça, c'est ce qu'il faut absolument éviter. Donc, que ce soit à pied quand tu fais de la randonnée ou de l'alpinisme, ou en voyage comme nous, je sais que notre circuit en Bolivie, on l'a adapté aussi en tenant compte de l'altitude, en essayant de monter progressivement, tout simplement pour limiter en fait cet effet de choc, de mal des montagnes qui peut survenir et qui peut être aussi très violent à ne pas déguiser. Alors si jamais tu as prévu de faire l'ascension d'un pic, que ce soit accompagné ou tout seul, j'ai envie de dire, ça se prépare. Alors ça, on va pas pouvoir t'aider parce que nous, on n'a pas fait d'ascension de pic ici. Par contre, on avait des voisins dans l'auberge de jeunesse où on était qui avaient prévu de le faire. Donc en fait, eux, tout simplement, ils se sont rapprochés d'une agence et donc là, après, c'est tout organisé, etc. C'est sur plusieurs jours. Donc finalement, c'est peut-être le mieux quand tu n'en as jamais fait. D'être encadré avec des guides, ouais. des personnes qui sont eux acclimatées depuis longtemps, qui savent exactement, qui ont tout le matériel aussi en cas de pépin, qui t'aident aussi à donner ton rythme. Ça, on l'a vu aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes, notamment des marathoniens ou des personnes qui pratiquent beaucoup de courses à pied ou tout ça, qui, quand elles viennent dans ces pays-là, ont tendance à vouloir garder le même rythme de marche et c'est tout simplement pas possible. Et en fait, c'est là que les accidents arrivent parce que ils se disent, je suis en bonne condition, je le sens bien en France ou dans les autres pays et tout, ça va nickel. Prends garde à ça aussi. Et après, tu verras, on va t'expliquer un peu une mauvaise aventure qu'on a eue. Et donc, pour le coup, nous, on a décidé de ne pas aller au-delà, en fait, de ces altitudes et finalement de redescendre un petit peu parce que il faut quand même penser quand même à sa santé. Les paysages, c'est beau, mais il faut aussi pouvoir trouver un équilibre, on va dire, entre les deux. Conseil numéro 4. Alors là, du coup, ça va être concernant ton alimentation. Ah. Oui. Alors, il faut savoir que comme tu es en altitude, tu vas pouvoir consommer plus de calories que d'habitude. Donc, peut-être que là, tu es content ou contente. Il faut par contre savoir que c'est pas n'importe quel type d'aliment. Pour le coup, il vaut mieux consommer des produits riches en glucides, alors notamment les pâtes, le riz, le pain, si tu en trouves. Aussi les produits riches en protéines, si tu as des noix, etc. Toujours avec toi. Par contre, il faut vraiment pas que tu consommes genre d'un coup, tu vois, en grande quantité. Il vaut mieux en fait le répartir dans ta journée par petites quantités. Alors, et l'élément, j'ai envie de dire, le plus important, c'est les aliments riches en fer. Donc, par exemple, on a notamment les épinards, on a les lentilles, on a les haricots, tout ça. Ça, c'est des aliments, en fait, donc, qui vont être excellents pour ta santé, ton sang, tout simplement. Parce qu'en fait, si tu veux, ça va booster le nombre de globules rouges dans le sang. Et si tu veux, je vais te parler de mon cas parce que moi, j'ai fait de l'anémie, donc un manque de fer, carence de fer carrément pendant plusieurs mois avant de partir, bien sûr. Et en fait, clairement, les symptômes, c'est que j'étais complètement faible, j'avais pas d'énergie, j'étais très vite essoufflée. Et en fait, voilà, tout ça, c'est vraiment c'est lié. tout ce qu'il faut pas avec l'altitude, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, heureusement, moi, ça allait beaucoup mieux avant de partir. Mais voilà, il faut savoir qu'il vaut mieux privilégier ce type de produit et pas se dire allez je me fais une raclette de l'espace. Tout ce qui est gras, tout ça vaut mieux éviter. En tout cas voilà, c'est ce qu'on te conseille encore une fois. Ensuite, conseil numéro 5. Le plus important, ceci. La trousse à pharmacie, ta trousse à médoc, ta trousse de survie, ta roue de secours, tout ce que tu veux. En tout cas, c'est là-dedans que tu dois prendre tout ce qu'il te faut aussi pour anticiper tes nausées, tes vomissements, tout ce que tu peux ressentir avec ce mal des montagnes. Même si tous ces conseils qu'on donne et tout, c'est pour éviter ça. Il est possible que ça t'arrive. Donc, plutôt que de te retrouver sans rien à un moment venu, anticipe et prends des médicaments. Alors le conseil aussi par rapport à ça, c'est que donc tout simplement déjà cette trousse, on l'a trouvée chez Action. Et en fait par contre dedans ils te mettaient quasiment que des bobines de sparadrap, de pansements, etc. Donc j'en ai gardé quelques-uns au cas où. Mais je l'ai surtout rempli de en fait tous les autres médicaments avec lesquels je suis partie. Pour cela, avant de partir, on a fait un peu le stock de médicaments. À savoir qu'en Bolivie, au Chili, etc., tu peux quand même facilement trouver des pharmacies avant de partir, hein, bien sûr, hein, parce que si t'es en altitude, un peu compliqué. Et en fait, nous on a pris du coup tout ce qui va être comme du Doliprane, paracétamol, qu'on a pris avec nous. On prenait aussi, pourquoi pas, en préventif, alors faut pas non plus abuser hein, sur les doses, mais en préventif, tu vois, par exemple, le matin, comme ça après on savait que ça allait bien se passer pour l'après-midi. Ça c'est quelque chose qu'on a pris pour les maux de tête. Pour tout ce qui est nausée, bon après si tu chopes la Tourista c'est un autre problème, mais tout ce qui est nausée, t'as aussi des traitements par rapport à ça. Donc là on parle vraiment de tout ce qui est médicaments. Après on parlera de traitements naturels, mais en tout cas tout ce qui est médicaments, bien sûr la ventoline, si jamais tout ce qui est des problèmes de
de respiration, je sais pas, t'as le mépris, etc. Donc tu peux te prendre des mouchoirs, des gouttes pour le nez et tout. Mais globalement, c'était quand même des médicaments assez classiques, j'ai envie de dire, qu'on utilisait. Et après, si jamais il y a des médicaments beaucoup plus forts pour le mal de montagne, alors j'ai plus le nom en tête. Par contre, celui-ci, il a pas mal de contre-indications si tu as eu des problèmes au niveau des reins, etc. Donc là, si jamais ton médecin te le recommande, en tout cas au cas où, assure-toi que tu n'aies pas de contre-indications, tout simplement. Conseil numéro 6. Alors celui-ci, c'est le Graal. Le Graal, si jamais ça va pas, c'est tout simplement la bouteille d'oxygène. Alors pour ça, en fait, le souci qu'on a eu, j'ai envie de dire, c'est finalement la maman de Baptiste qui a eu une grosse crise, je dirais, pendant la nuit. En fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que elle a commencé un petit peu vers 22h, je crois, à paniquer, tout simplement parce que il y avait plus d'air et aussi elle avait très froid. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu commences à suffoquer et en plus à paniquer, clairement ton cœur s'emballe et tout, il y a plus rien qui va, j'ai envie de dire. Tu perds le contrôle en fait, tout simplement, je pense. Tu perds le contrôle. Et en fait, à ce moment-là, l'action qui est hyper efficace, c'est la bouteille d'oxygène. Donc en fait, c'est une bouteille d'oxygène qui est pas très grosse, c'est quelque chose qui se porte facilement, j'ai envie de dire, c'est pas le gros bidon que tu peux t'imaginer. Si jamais tu décides de partir tout seul, tu peux t'en procurer. Et par contre, si jamais tu pars, par exemple, avec un guide ou dans un refuge, très très souvent, ils en ont avec eux. Et donc là, en fait, ils sont tout simplement venus en aide. Et donc, la bouteille d'oxygène, en fait, c'est que pendant 5 minutes, c'est pas plus, parce qu'après, t'es complètement shooté. Mais ça va surtout avoir pour rôle, bien sûr, de te remplir d'oxygène, ça paraît logique, mais aussi de te détendre, parce que l'oxygène comme ça, là, directement, ça te... Stone un peu. Ça te relaxe, j'ai envie de dire. Et ça, par exemple, écoute, ça a été, pour le coup, très efficace. Donc, heureusement que le guide l'avait sous la main. Mais il faut savoir que ça peut arriver, donc il vaut mieux être équipé si jamais t'es quand même déjà un peu susceptible, on va dire tout simplement, à la peur de manquer d'oxygène, et si jamais ça t'arrive vraiment. Ne pas partir non plus tout seul avec ta bouteille, te disant ça y est, je peux gravir l'Everest, tout ça. Il faut vraiment se préparer, on recommande vraiment d'être entouré, parce que mine de rien, en fait, c'est vrai que quand ça t'arrive, quand tu perds le contrôle sur ton corps, je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou pas, mais c'est vrai que une présence, même si tu contrôles plus rien, mais une présence à côté de toi, ça aide énormément à te rassurer intérieurement, ton subconscient, tout ça, et je pense que c'est aussi un truc qui est à ne pas négliger, de ne jamais partir tout seul, faire des expéditions, se heurter en fait à la montagne, à l'altitude, parce que ça pardonnera pas en fait si t'arrive quelque chose. Alors maintenant, le conseil numéro 7, les traitements naturels qu'on a pu tester ici, qu'on a découvert avec le peuple du coup bolivien et chilien également aussi un petit peu, qui eux sont habitués en fait à l'altitude et ils connaissent tous les petits secrets comme ça qu'on peut trouver auprès de Mère Nature pour nous aider justement. Il faut savoir que dans les Andes, le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, la Colombie, on y retrouve la feuille de coca qui est consommée sous forme d'infusion. On appelle ça le maté de coca, ou alors on peut aussi la mâcher, et c'est utilisé en fait pour apaiser les symptômes de mal aigu des montagnes, qu'on appelle ici dans cette région le soroche, et il est possible que ça ait aussi un effet, on va dire, anesthésiant. Donc en fait, il y a notre chauffeur qui nous a raconté, parce que c'est vrai que lui il a mangé des feuilles de coca, mais vraiment comme des chips. La première fois qu'on a testé, c'était vraiment le mec qui nous en a pris une tout timidement et tout, et lui on le voyait enchaîner ses feuilles de coca. Alors à savoir que ça se mange pas, en fait ça se mâche. Donc en fait déjà t'as des feuilles de coca, donc elles sont séchées, donc dans la nature, et clairement le goût, si t'as déjà fait du henné dans tes cheveux ou sur les mains, etc., c'est vraiment le goût du henné. On l'a pas goûté, le henné, non, mais en tout cas ça a exactement la même odeur et le goût que tu pouvais imaginer. C'est vraiment ce goût-là de henné. Et ensuite eux ce qu'ils font sinon, pour que ça puisse avoir d'autres goûts, tout simplement en fait ils les font sécher et en fait ils les imbibent, j'ai envie de dire, d'un sirop. Et là par contre il nous a dit que t'avais des goûts ananas, banane, mille et un fruits goûts. de la passion. Et du coup nous on a testé fruits de la passion et franchement c'était très bon, ça faisait un peu bonbon, j'ai envie de dire. Et donc en fait vraiment tu la mâches en fait dans ta bouche tout simplement, et après tu viens faire une boule que tu viens caler sous la langue, sur le côté, etc., et que tu gardes à peu près 1 heure. En tout cas voilà, c'est quelque chose qu'on a testé, et franchement bon c'était plus j'ai envie de dire pour le fun de vouloir tester, parce que
sur le coup, on ressentait pas forcément le besoin. Oui, c'était pas Voilà. une solution de secours, Non. vite prendre des feuilles de coca, c'était plus la curiosité. Parce que c'était une expérience à vivre et tout. Honnêtement, moi je parle de mon expérience, j'ai ressenti quand même des petits effets où effectivement, dans la voiture, moi je sais que c'était lors d'un trek en 4x4 et je suis pas très bien en voiture, donc la 4x4 ça bougeait et tout machin, donc j'étais pas très bien, j'avais un peu l'estomac barbouillé. Et d'avoir pris ça, bizarrement, et ben c'est vrai que ça m'a fait passer ce mal. Alors, est-ce que c'est toujours pareil? On se pose encore la question aujourd'hui. Est-ce que c'était parce que c'était psychologique, l'euphorie de se dire on prend des feuilles de coca, cocaïne, machin, tout ce qu'on imagine? Mais toujours est-il qu'en tout cas, il y a eu cet effet-là. Et j'ai posé la question également au chauffeur, une info intéressante que j'ai trouvée. Je lui ai dit, mais pourquoi, en fait, autant de personnes en consomment? Et il m'a dit, c'est vraiment chaque personne a l'habitude, selon sa condition, selon son activité et ce qu'il va faire et tout ça. En fait, les modes de consommation et les attentes ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, il expliquait que un chauffeur comme lui, en tout cas notre guide, lui c'était pour se maintenir éveillé, ça l'aidait à garder le cap sur la route, tout ça. Les personnes qui avaient une activité physique comme les mineurs, Ouais, c'est ça. ça fait bizarre de mineurs, on n'emploie plus trop au quotidien et tout, mais bon, il y a encore beaucoup de mines en Bolivie, c'est vrai. Et en fait, il expliquait, ça c'était vraiment l'info la plus choc que je pensais vraiment pas. En fait, les mineurs, c'était vraiment pour leur activité physique, leur donner du peps, mais également aussi, ça permettait de filtrer un petit peu toute la poussière qu'ils pouvaient respirer, qui allait venir se mettre dans cette boule de feuilles de coca qu'ils avaient dans la bouche, plutôt qu'ensuite dans la salive pour avaler directement tout ça. Ça faisait une sorte de filtre. Et donc en fait, voilà, il y avait tout plein d'utilités qui étaient ultra intéressantes et tu comprends pourquoi aujourd'hui en Bolivie, on se balade dans la rue et t'as des fois des mecs un peu comme des hamsters dans leur abat-joue qui mettent leurs feuilles de coca. Ouais. Et t'en croises, et aujourd'hui on est habitué, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on y est maintenant. Donc c'est vrai que pour le coup, alors les feuilles de coca, ça existe aussi en France sous forme d'homéopathie, donc voilà, des granules. Bon, le taux est extrêmement faible, j'ai envie de dire. Si jamais voilà, tu as besoin de te traiter de manière naturelle, tu peux tester ça. À savoir par contre qu'en Bolivie, l'importation, tout ça, c'est interdit, c'est que sur place pour pouvoir en consommer. Et donc concernant, j'ai envie de dire, toujours la maman de Baptiste, pour le coup, en fait, c'est quelque chose qui a beaucoup fonctionné aussi. Donc il y avait donc le maté de coca et il y a aussi le maté. Alors ça dépend en fait les noms, ça dépend vraiment en fait de la plante et de la région dans laquelle tu te situes. Notamment la pupusa, donc qui était en fait une plante qui poussait à partir de 5000 mètres. Ouais, c'est des plantes d'altitude en fait qu'on retrouve Ouais. qu'à cette altitude-là. Donc, et en fait, cette plante, quand alors bon, nous on connaît pas particulièrement, donc c'est pour ça que c'était les gens sur place qui le sélectionnaient, j'ai envie de dire, et au moins que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Et en fait, tout simplement, ils font une infusion avec pour pouvoir après la boire, et ça a du coup des propriétés qui concernent en fait tout simplement le fait de mieux gérer l'altitude, que ce soit au niveau de la tête, des maux de tête, du ventre. Anesthésiante aussi. Je pense que c'est un peu le même, Ouais. même truc. Le même délire. Et ça avait bien fonctionné du coup sur ta mère. Et après aussi, une autre plante, c'est la mounia. Et ça, par contre, on l'a testé quand on était au lac Titicaca. Parce que pour le coup, c'était Baptiste qui était pas bien. Chacun son tour. Chacun son tour. Et en fait, au restaurant, tout simplement, on avait demandé en fait une deuxième portion de riz pour toi, en fait, parce que justement, t'avais pas pu manger et qu'il fallait quand même que tu manges quelque chose. Et en fait, c'est là où il a dit attends, je vais chercher dans mon jardin, là, il a ramené une espèce de touffe d'herbe. Et ça, il nous a dit du coup que c'est de la mounia et qu'il suffisait en fait de faire des infusions. Tu pouvais rajouter un peu de sucre aussi. Franchement, nickel. Ça faisait un peu penser, voilà, peut-être à une tisane à la verveine, un peu dans ces trucs-là. On connaît pas tout en termes de propriété, mais franchement, c'était bien C'était bien efficace, ouais. Honnêtement, c'était bien efficace. Là, je pense pas qu'il y avait un biais cognitif, ou en tout cas psychologique, comme avec la feuille de coca. Là, c'était vraiment, on n'avait pas d'appréhension. On a pris vraiment les deux, autant ma mère que moi, ces trucs-là, ces plantes-là, sans aucune appréhension de se dire, oh là là, ça va nous faire forcément un truc et tout. Et honnêtement, ça nous a bien aidé. Conseil numéro 8, lutter contre le froid. Alors, il faut savoir que forcément, c'est logique, hein, plus tu montes, plus il fait froid. Et très souvent, on a tendance en fait à sous-estimer le pouvoir du froid, j'ai envie de dire. Par exemple, tu peux être aux alentours de 0 en journée, même la nuit, jusqu'en négatif, bien sûr, là où tu dors. Et en fait, le froid peut tout simplement te créer en fait de l'hypothermie. Et donc, déjà, ça commence par les extrémités, donc les pieds, les mains, la tête. Donc, c'est pour ça que ce soit en journée, mais surtout la nuit, couvre-toi de chaussettes en laine, de gants si jamais, et d'un bonnet en laine aussi pour
pour avoir chaud. C'est vrai que généralement ça prévient pas. Être réveillé par le froid, vraiment, je sais pas si tu l'as rencontré, si tu es amateur de bivouac ou que tu as déjà expérimenté ça, mais généralement quand tu te fais réveiller par le froid, c'est, j'ai envie de dire, déjà un peu trop tard et c'est vraiment pas agréable parce qu'ensuite, ben ouais, t'as des tremblements, t'arrives pas à te réchauffer et donc faut vraiment anticiper ça. Alors justement par rapport à ça, quelque chose qui peut être un bon conseil, c'est ne pas en fait multiplier les couches de fringues pour avoir chaud, ça sert à rien. Justement, c'est d'en avoir moins mais qui soit hyper efficace. Donc notamment, tu vois, des manches longues thermolactyle fin, que ce soit pour le bas comme pour le haut, et tout simplement une grosse polaire là, fermée jusqu'en haut, pour que en fait tu puisses quand même l'air puisse circuler, parce que c'est le principe aussi pour avoir chaud, qu'il y ait un peu une couche d'air, j'ai envie de dire, qui se réchauffe, et que la transpiration aussi puisse circuler et sécher, j'ai aussi envie de dire. Donc ça c'est vraiment ce qu'il y a. Non ouais, là, c'est que oui, non mais c'est vrai. Ben oui. La transpiration séchée, c'est vrai que j'entends rarement ces combos comme ça. Et pour le coup, ça c'est vraiment un conseil hyper efficace. Et encore une fois, lorsque ta mère en fait a eu un peu cette crise, elle avait déjà 3-4 couches de couette je crois que c'était en poil de lama, machin, déjà hyper chaud. Et rien que ça, elle a eu extrêmement froid, donc on lui a mis le double couette et le truc, on la voyait même pas. Et quelque chose qui a très très bien fonctionné, c'est en fait de faire chauffer de l'eau et de le mettre dans des bouteilles et en fait le mettre au niveau des pieds et au niveau des côtés du corps, et ça te tient toute la nuit. Donc franchement, sous les couettes, toi qui gardes en plus, qui aide à garder la chaleur, c'est vrai que tu te réveilles, au moins tes bouteilles d'eau elles sont encore chaudes. Là ça avait été la solution aussi qui l'avait pas mal aidé à ce moment-là. Le conseil numéro 9, qui peut paraître évident, mais je pense que avec la dynamique de groupe, l'estime personnelle, la volonté, la détermination, la motivation, tout ce qu'on veut dire dans ce sens-là, c'est que il faut savoir aussi à un moment dire stop. Et stop, c'est pas forcément dire je n'y reviendrai plus jamais, c'est la fin, j'abandonne complètement et tout, je suis déçu. C'est aussi en fait se dire je remets ça une prochaine fois, je vais pas forcer, parce que dès lors qu'on force quelque chose qui est contre nature ou qui se passe en nous, généralement ça mène au casse-pipe. Donc là voilà, dès lors que tu sens que avec tous les conseils qu'on a donnés jusqu'à présent, l'altitude ne passe pas, tu n'y arrives pas, n'hésite pas à redescendre. C'est pas du tout négatif, c'est au contraire redescendre, s'acclimater, si possible y passer un jour ou deux et ensuite reprendre l'ascension. Tu connaissais pas en fait ton état de fatigue, ton état comment ça allait en fait, parce que c'est vrai que 2 ascensions, nous on l'a vu, il y a des jours où on sentait pas du tout l'altitude, ou très peu au niveau corporel, mal de tête, nausée, tout ça. Et le lendemain, tu te réveilles, tu sais pas pourquoi, et t'as une barre pas possible, alors que tu continues de boire de l'eau, tu continues de tout ça. Mais voilà, ton corps aussi continue de vivre, continue de s'acclimater aussi, donc il travaille. Donc voilà, il faut pas négliger cet aspect-là aussi de redescendre si besoin. Alors quand on parle d'ascension, attention, on parle pas d'ascension d'un pic, on parle tout simplement de parcours, parce qu'on a commencé un parcours en 4x4 en fait, donc là t'alternes comme tu disais entre 3005 et 5000 et même plus des fois, et en fait c'est ça qu'on veut dire, que parfois ça peut varier, et si vraiment parfois tu te sens vraiment pas bien, dis-le autour de toi, vous redescendez de 400-500 mètres en voiture ou à pied, et pour repartir, parce que ça sert à rien de forcer le truc et se dire je vais aller jusqu'au bout, et en fait de forcer et de regretter quoi. Conseil numéro 10, du coup, qui est le dernier conseil, c'est pouvoir en fait gérer une crise de panique si jamais ça t'arrive. Donc, par exemple, si t'as jamais expérimenté de crise d'angoisse, de panique, je vais t'expliquer. Donc, ça peut arriver en journée ou pendant la nuit. En tout cas, pour ma part, je crois que c'était la 2e nuit, on était quand même finalement redescendu parce qu'on était à 3800. La première nuit, on était à 4300. Donc, la 2e nuit, en fait, je me suis réveillée, mais comme ça, en panique, du style, je manque d'air là, ça va pas. Donc, tout simplement, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu commences à transpirer, tu commences à avoir peur. En plus, t'as le cœur qui s'emballe. Donc, en fait, ça fait un petit peu aussi crise de tachycardie en même temps. Donc là, c'est vraiment quand t'as le cœur qui va à fond et en plus, si tu fais n'importe quoi. Et par contre, ça peut être dangereux. Alors, pour le coup, moi qui ai déjà vécu ça 2 fois, dans ce genre de situation, ce que je te conseille, déjà, c'est si jamais ça va pas du tout, de prévenir quelqu'un autour de toi. Après, si tu décides, voilà, de le gérer tout seul, tu peux le faire aussi. Il y a quand même des limites, évidemment. Hein. C'est bien de le préciser. Ouais, évidemment. Et en fait, donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de t'asseoir, d'allumer la lumière, d'aller boire de l'eau.
si jamais tu peux te lever, et de respirer. Et ça paraît con, hein, mais tu respires. Et en fait, moi, à ce moment-là, je m'envoie plein d'ondes positives. Voilà, je me dis, tout va bien se passer. Jusqu'à maintenant, tu respirais. Donc, les gens autour de toi respirent. Donc, il n'y a pas de raison que toi, tu n'y arrives pas. N'hésite pas aussi à télécharger des podcasts avant de partir et de la musique, si jamais t'as pas internet, pour t'aider, tout simplement. Ça m'avait pas mal aidé de mettre un podcast pour se détendre, en fait, après une crise, par exemple. Et ça prend quand même du temps, ça prend au moins une demi-heure pour que ton cœur se calme, pour que ta respiration se pose et que tu te dises, ok, j'ai fait les bons mouvements, je peux me recoucher, par exemple. Et par contre, si jamais ça t'arrive en journée, déjà, il faut s'asseoir. Ça sert à rien de rester debout et de forcer le truc. De boire de l'eau, de manger un peu. Parce que, alors parfois ça peut donner des nausées, donc t'as pas envie de manger, mais en fait c'est aussi lié au manque d'énergie. Et ben voilà, écoute, on a fait le tour de nos 10 conseils concernant l'altitude. Donc j'espère que ça va t'aider. En tout cas, si jamais tu as prévu un voyage, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, ça nous ferait vraiment plaisir. Si jamais tu as d'autres questions concernant l'altitude en général, notre ressenti, ou tout simplement les endroits par lesquels on est passé, si jamais tu fais aussi le trajet, j'ai envie de dire, au Chili et en Bolivie. Quoi qu'il en soit, on te souhaite un très bon voyage. Donc voilà, n'hésite pas à liker, commenter, ça nous ferait très plaisir. Et à t'abonner également parce qu'on t'a préparé une nouvelle vidéo qui va sortir prochainement, ou alors elle va bientôt apparaître en haut à droite. Je ne sais jamais de quel côté c'est, suspense. Mais en fait, c'est dans cette vidéo où tu retrouveras toutes les informations nécessaires pour préparer ton voyage en Bolivie. Si tu décides de venir, comme nous, visiter ce magnifique pays qui vaut vraiment le détour. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.